Bonjour Yes. à tous. Du coup, moi, c'est Grégoire Gambato. Je suis l'host de ce live show qu'on fait tous les jeudis à 13h30, qui s'appelle Du fin fond de la mine, et qu'aujourd'hui, que je fais en parallèle avec David, qui est là et qui, normalement, a La Galère, un live, il fait aussi des lives La Yes. Galère et des podcasts, donc on est tous les deux pour animer. Euh, donc, le thème du jour, c'est comment est-ce qu'on lance des boîtes en 2020 qui vont tout fracasser ou qui vont tout éclater, tout ce que vous voulez. Mais en gros, c'est quoi les tendances? On va pas parler que de la crise, mais on va aussi parler de la longue trend. Et pour ça, on a un invité exceptionnel. Mais pour ça, je laisse David prendre le relais et Yes. nous annoncer le timing, les invités, ça va être incroyable. Alors, l'idée, c'est de faire un débat qui va durer une bonne demi-heure. Ensuite, on va répondre à tous les Q&A. Donc, si vous avez des questions pendant ce live, vous les mettez dans le Q&A et vous upvotez les questions les plus intéressantes. On y répondra après. OK, aujourd'hui, notre invité, donc, c'est Pierre Entremont, qui est le fondateur de First Capital, qui est un fonds de VC qui investit très early stage et qui est très agressif. Et je vais laisser Pierre se présenter. Salut David, merci. Donc, ouais, Pierre Entremont. Donc, moi, j'ai créé First. Donc, c'est un fonds de cible. En fait, on investit au tout début de la vie des boîtes, entre le premier jour et la veille de la série A. Donc, Ok, l'objectif de ce live, ça va être de parler de deux sujets en parallèle. D'abord, les fondamentaux. Est-ce que les fondamentaux ont changé et qu'est-ce qui a changé? Et ensuite, de parler de différents secteurs qu'on voit en mouvement et sur lesquels on pense qu'il y a des opportunités. Ok, l'idée, ça va être que Pierre, c'est le plus à même de voir les tendances. Grégoire, qui s'appelle Benjamin Gavet dans ce live, mais qui s'appelle Grégoire dans la vraie vie, euh, Je vais changer ça, d'accord. euh, avec toutes les opérations de gros hacking qu'il mène en ce moment, je pense qu'il est aussi assez vif là-dessus. Et nous, à travers notre programme Flash, à travers, pareil, notre travail auprès des grands groupes, on peut aussi apporter une petite vision rapide de ce qu'on voit venir en ce moment. OK? Ça marche. Alors, je propose qu'on démarre avec donc, le premier thème, finalement, les fondamentaux. Pierre, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que ce nouveau monde qui se dessine va entraîner des changements fondamentaux dans la manière de monter une boîte? alors, si Magnifique, Bon, Voilà, on ok, t'entend nickel. Parfait, la vidéo est meilleure, c'est cool. ok, génial. super. Allez, hop, on attaque. Euh, Vas-y, du coup, Grégoire. ouais, moi, Ouais, ce qu'on dit, ouais, Vas-y, excuse-moi. vas-y, Pierre, pardon. Vas-y, vas-y. Non, ce qu'on disait, c'est que ouais, les crises, ça rebat les cartes. Donc, quand tu as un mauvais jeu, c'est bien. Et quand tu avais déjà un gros jeu, bah, tu as peur. Et donc, par définition, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui part avec pas un gros jeu et qui a envie de se faire ceux qui ont un gros jeu, et bah, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est le point de départ. Et ça, c'est super. Après, justement, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour autant, la méthode pour chercher les boîtes, des idées de boîtes, elle n'a pas changé. Et ça marche toujours pas de lire les journaux ou de rester dans son canapé. Il faut faire des trucs pour avoir des idées. Et c'est de ça qu'on va parler ensuite. Ok. Grégoire, Et, tu as été arrêté dans ta lancée. ouais, non, mais je confirme. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire un truc sur le Covid et je vais vous donner un petit peu mes sources, etc., pour ceux qui veulent essayer. Moi, sur le Covid, je n'ai pas été tenu au courant dans les journaux. Si vous lisiez les journaux pour être au courant du Covid et de ce qui allait se passer, vous étiez hyper, hyper, hyper mal. Moi, ma source d'information principale, et je le dis souvent, ça a été Twitter. Et je sais que j'arrive à détecter beaucoup de tendances en suivant des mecs de la Silicon Valley ou des spécialistes dans leur secteur. Ça peut être des VC sur comme toi, Pierre, ou sur des VC spécialisés sur certaines branches. Ça peut être des chercheurs, ça peut être. Bon, les politiques, non, ça marche pas très bien. Mais vous pouvez avoir des tendances hyper fortes. Et d'ailleurs, vous pouvez jeter un coup d'œil sur mon Twitter, les gens que je suis. Moi, j'ai eu énormément d'informations. Il faut savoir que nous, on avait mis une semaine avant tout le monde en remote. Et là, on voit des tendances. Par exemple, je pense qu'on peut commencer par ça. Je donnerai la parole à Pierre. Mais pour ce qui est travail à la maison, il y a énormément de boîtes qui ont annoncé, moi j'ai déjà vu sur Twitter, des milliers de salariés, des boîtes de milliers de salariés qui allaient dire maintenant on va passer en full remote et on se demande même si on ne va pas supprimer nos bureaux. Et ça, la presse, elle en parlera sans doute dans 2, 3, 4 mois, il y aura les premiers articles. Mais aujourd'hui, sur Twitter, vous avez déjà les premiers patrons qui disent qu'ils vont le faire. Donc, c'est en effet la Et source d'information dans cette période, elle est importante. Il y a ça, et il y a aussi de ne pas perdre de vue qu'il ne faut pas chercher des idées. Chercher des idées de boîte, ça ne marche jamais. Il faut chercher des problèmes à résoudre. Et les problèmes, souvent, ils sont un peu plus cachés que les idées. Et donc, il faut chercher des problèmes qui n'ont pas été résolus. Donc, s'ils n'ont pas été résolus, c'est a priori qu'ils sont soit évidents, mais qu'ils n'ont pas de solution, auquel cas, bon, bah, c'est un peu emmerdant, soit qu'ils ne sont pas évidents. À ce moment-là, il faut les trouver. Et pour les trouver, faut pousser le monde dans ses retranchements, il faut se poser des questions, il faut faire des trucs, essayer des trucs. Et c'est comme ça que les problèmes émergent. Et quand on trouve des nouveaux problèmes, on trouve des nouvelles solutions. Et donc, effectivement, Work from home, c'est super intéressant.
Mais c'est autant intéressant pour, par exemple, la tendance work from home, super, on va faire des Zooms, que qu'est-ce que ça veut dire sur des problèmes que j'ai déjà pu rencontrer dans ma vie d'avant, mais qui n'avaient pas de solution jusqu'à maintenant. Est-ce que par hasard, maintenant, ils en auraient un? Par exemple, peut-être si jamais j'avais déjà essayé de développer une app pour les notaires, et que, mais même pas pour faire des Zooms, pour faire, par exemple, pour gérer leur calendrier. Peut-être que hier, ils m'avaient dit non parce qu'ils avaient peur de voir des ordinateurs, alors que maintenant, ils ont eu l'habitude de se servir d'ordinateur et que maintenant, ils vont bien vouloir me parler. Donc, ça peut avoir des implications vraiment lointaines, mais pour autant hyper importantes pour les entrepreneurs. Donc, ouais, la première, c'est le work from home. Le bureau, il va devenir plus petit probablement, on va y passer moins de temps. Il y a le CEO de Morgan Stanley qui disait que dans le futur, ses employés feraient du work from home au moins une fois par semaine. Donc, ce bureau, il va être plus petit, il va être peut-être un peu moins dédié au deep work, un peu plus lié à la socialisation. Mais du coup, si le bureau est plus petit, la maison est plus grande. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de transport, de communication, d'ameublement, de nourriture, justement d'espace de socialisation? Tous ces sujets-là, c'est des sujets qui sont nouveaux. Donc, effectivement, ça pose des nouveaux problèmes. Donc, chaque problème, c'est une opportunité pour les entrepreneurs à résoudre. Et ça apporte aussi des nouvelles solutions à des problèmes existants, mais auxquels on n'avait pas de solution. Typiquement, le commute, se frapper 1 heure le matin, 1 heure le soir, c'était un problème. Et c'était un problème qui n'avait pas vraiment de solution, et on commence à en avoir. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est d'essayer de voir plus loin que le premier niveau, de dire, OK, le work from home, c'est super, et d'essayer de voir quelles sont les applications de rang 1, 2, 3, 4 qu'il peut y avoir, parce que c'est celles-là qui sont intéressantes, c'est celles-là où il n'y aura pas 200 personnes qui vont essayer de saisir l'opportunité, et c'est celles-là où il y a des opportunités intéressantes. Mais pour les voir, il faut se concentrer, et il faut se spécialiser dans des sujets et essayer de faire des choses, quoi. Moi, pour aller dans ton sens, ce que j'ai remarqué, moi, je bosse avec des boîtes dans l'immobilier. Ils m'ont dit, on se rend compte qu'avec le work from home, un problème de rang supérieur, c'est les gens, du coup, vont vouloir travailler de chez eux. Et ils vont arrêter. On a vu une maison à 2 millions à San Francisco. Vous avez une maison de 80 mètres carrés et vous pouvez avoir des maisons immenses. Et les gens disent, OK, j'ai envie d'aller bosser à la campagne. Et du coup, les agents immobiliers, ils se retrouvent avec des demandes qu'ils n'avaient pas avant et qu'il faut traiter. C'est-à-dire, on leur dit, est-ce qu'il y a la fibre? Et en gros, le mec, si vous dites non, il n'y a pas la fibre, il n'y a pas de connexion Internet, il n'y a aucune chance. Donc, du coup, il y a des agents immobiliers de zones plus reculées où, en fait, généralement, c'est plutôt des petites agences, les gens ne mettent pas sur Internet, etc. Où les gens, en fait, ils ont des critères complètement différents de recherche. Et ça, les agents immobiliers aujourd'hui ne sont pas particulièrement équipés pour y faire face. Il va y avoir aussi plein de problèmes de maintenant, si vous pouvez aller habiter où vous voulez, comment est-ce que les gens vont réagir? C'est-à-dire où est-ce qu'ils vont aller, comment est-ce qu'on peut anticiper la tendance et comment est-ce qu'on peut les aider à trouver une baraque, quoi. Et moi, je sais qu'on a annoncé le full remote dans l'équipe et j'ai plein de mecs qui ont dit on va déménager. Et là, ils ont tous le problème. Ouais, mais du coup, si je déménage, c'est ce que tu disais, comment est-ce que j'aménage mon bureau, etc. Et en plus, ce que tu disais sur des solutions, avant Zoom, c'était OK. Mais Zoom, pour moi, c'est un maximum local. C'est-à-dire que Zoom, c'est génial tant que tu l'utilises un peu, mais quand tu l'utilises toute la journée, tu te rends compte que le produit, il y a un problème. Moi, Zoom, ça ne me convient pas. Je ne suis pas amoureux du produit. Je ne me dis pas tous les matins, putain, Zoom, c'est quand même incroyable. Merci Zoom, quoi. Et il y a même des solutions qui avant répondaient à un problème. Maintenant qu'on utilise Zoom de façon systématique toute la journée, tous les jours, tu te rends compte que l'outil, en fait, il n'est pas adapté, il n'est pas assez puissant. Enfin, c'est mon point de vue Bien là-dessus. sûr, c'est certain qu'il va y avoir des zooms verticalisés pour tous les usages. Mais c'est un exemple, tu vois. Si jamais tu ne fais pas des choses dans ta vie de tous les jours et que tu fais que lire les journaux qui parlent de work from home, tu te dis que Zoom, c'est bien et que l'opportunité de Zoom, ça va s'éplier. Si, en revanche, tu fais des choses, j'en sais rien, tu es prof de sport, et tu te rends compte que quand tu es en train de donner des cours de sport sur Zoom, il manque telle ou telle feature et il faudrait qu'il y ait ce truc, ça serait mieux qu'il y ait un bouton ici, etc. Là, tu ressens un problème et peut-être qu'il y a une boîte derrière. J'en sais rien, il y en a une, il n'y en a pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une piste que tu peux creuser. Mais si jamais tu étais resté sur ton canapé à lire le work from home, c'est super, tu n'aurais pas eu cette idée-là. Donc, il faut vraiment se frotter à la réalité en faisant des choses. Et c'est comme ça que les idées arrivent. Est-ce que tu dirais que c'est comparable à, tu sais, l'essor du e-commerce ou des réseaux sociaux? Ça veut dire, à la base, on avait un réseau social, Facebook, qui est un peu un des premiers créés, qui est énorme. Et après, on en Et crée à la plein. fin, on en a un seul. Non, Qui non, mais a racheté tous les autres. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Et à la fin, on crée plein de petites verticales. Tu vois, le réseau social pour les petites conneries, c'est TikTok. Le réseau social pour les photos. Et en fait, pareil pour les e-commerce. Au début, on avait un gros e-commerce. Et ensuite, il y a plein de petits e-commerce de niche qui se créent. Est-ce que
comme tu disais, tu penses que sur le work from home, il y a aujourd'hui le Zoom qui est le global et après il y aura le work from home, enfin l'outil work from Ouais, je home pour pense, les ben, projets entreprises, je vois pas l'outil work de, from home pour les entrepreneurs individuels, etc., etc. Tu vois ce que je veux ouais, dire? bien sûr, je vois pas d'obstacle à ça parce que qu'est-ce qui fait qu'il y a un social, il a tendance à être le seul? C'est les effets de réseau où quand tu as plus d'amis sur l'un, bah, tu as intérêt à rester là parce qu'il y a tous tes amis. Alors que là, pour le moment, en tout cas, dans tout ce qui est Zoom et compagnie, il n'y a pas de réseau social, donc il n'y a pas de network effect. Et la discovery, elle se passe ailleurs. Elle se passe sur Instagram, sur Facebook, justement, sur LinkedIn, on le disait. Donc, la discovery des groupes à rejoindre, elle ne se passe pas sur Zoom. Donc, c'est juste un outil. Et donc, il n'y a pas vraiment de raison que ce soit effectivement le même outil pour tout le monde, à partir du moment où des publics différents ont besoin de features différentes. Donc, effectivement, il est assez probable qu'on voit des Zoom for everything dans le futur. Du coup, pour faire une petite transition, ce côté work from home, il va aussi avec la modification d'autres secteurs, comme par exemple tout ce qui est rassemblement de personnes qui va être changé. Je pense Ouais. aux meetings, aux salons, etc. Est-ce que tu vois des tendances là-dessus sur tout Ouais, ce qui bien est sûr. rassemblement, les concerts, les choses comme ça? On voit il y a des concerts sur les jeux vidéo, là, Fortnite, Ouais. etc. Non, mais c'est On c'est en parlera, je suis un expert jeux tendances de vidéo fond, après, si tu tu veux. vois. Ouais. Pas de blague. Bah, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est Tu vois, que là-dessus. un de ces trucs que cette crise nous a appris, c'est pourquoi on faisait les choses en fait. On s'est rendu compte qu'on n'allait pas au restaurant pour manger, on n'allait pas à l'école pour apprendre, on n'allait pas au concert pour écouter de la musique et on n'allait pas au bureau pour travailler. C'est quand même assez contre-intuitif, mais on s'est rendu compte de ça. On y allait pour d'autres raisons, pour passer du temps avec des gens, etc. Et donc, quand on va revenir à la pseudo-normale, si on y arrive, j'espère, et ben, autant les raisons pour lesquelles on le faisait vraiment, c'est-à-dire être en contact avec d'autres gens, vivre des expériences, etc., je ne vois pas pourquoi on arrêterait de le faire. Par contre, les fois où on le faisait sans bonne raison, typiquement aller au bureau pour passer la journée uniquement sur Excel sans parler à personne, bah, ça ne sert à rien. Ou aller à un salon juste pour faire acte de présence et où il ne se passe rien, bah, et pareil, on va peut-être pas, on va peut-être un peu moins le faire, et ainsi de suite. Et donc, effectivement, notamment sur cette histoire de réunion, de voyage d'affaires, salon, etc., ça, c'est vrai que c'est des gens qui, a priori, ont quand même un peu de soucis à se faire. C'est une super grosse industrie, hein, tous les salons, le salon de la franchise, le salon des entrepreneurs, le salon de whatever partout sur Terre, ou le CES, ou tous ces trucs-là. Pour partie, les gens vont se poser la question à 2 fois avant d'y aller. Et notamment, il y a une boîte en ce moment qui explose, qui s'appelle Hopin, Hopin. Et bon, ils avaient fait un premier seed et là, ils sont en train de faire une méga levée alors que ça fait moins d'1 an qu'ils existent. Et ça permet de faire des salons online, en fait. Et c'est un peu, par exemple, ce qu'on fait là, on aurait pu le faire sur Hopin avec les features pour les questions un peu plus propres, tout un produit fait exprès, quoi. Il y a chatroulette, nous dit Julie Leroy. Moi, je le remarque, même nos clients. C'est-à-dire que nous, on a des clients, par exemple, qui se sont rendus compte que les gens ils utilisent leurs produits, mais pas pour la bonne raison. Nous, on travaille notamment avec un gros du e-commerce qui s'est mis à travailler avec des producteurs locaux, en gros, pour les aider à faire des sites. En gros, vous pouvez commander, ensuite, vous allez chercher où on vous livre. Et en fait, les gens, ils se rendent compte que oui, pour acheter au marché, en fait, on n'est pas obligé d'aller au marché, quoi. Et avant, l'expérience du marché, on se dit, ouais, enfin bon, je vais au marché, j'ai toujours allé au marché. Et maintenant, quand vous allez au marché, que vous êtes un mètre du mec devant vous, du coup, ça devient quand même vachement moins sympa le marché quand vous avez 70 mètres de queue et que vous attendez pendant 1 heure et demie. Et du coup, il y a plein d'expériences qui se sont dégradées. Et là où avant, on avait la flemme de changer, là, les gens, ils vont changer. Et je pense que du coup, d'ailleurs, c'est une analyse que Pierre t'avait partagée. Là, je te copie un peu, mais désolé. Mais en gros, en fait, je me disais, où est-ce que je lis ça? Mais c'est chez toi que je l'ai lu. Et en fait, nous, ce qu'on s'est rendu compte aussi du coup, sur nos clients, c'est qu'il y a beaucoup de clients où du coup, avant, ils disaient, j'arrive pas à évangéliser. On sait que c'est utile, mais les gens, ils n'arrivent pas à passer le pas. Notamment, tous les commerçants disaient, j'ai la flemme de mettre au e-commerce. Ouais, mais un site, est-ce que ça va vraiment être rentable? Tous les notaires disaient, non, mais on le fait en vrai, c'est quand même vachement plus sécurisé. Tous les avocats qui disaient, ah non, on ne fait pas des consultations en distance, c'est pas sécurisé. Tous les médecins qui disaient, non, mais je préfère vous voir en vrai pour vous ausculter. Ouais. Et il y avait énormément d'industries. Et ça, je pense que vous pouvez réfléchir. Si vous avez monté une boîte, il y a énormément de boîtes où on disait, c'est pas possible. Moi, par exemple, tous mes rendez-vous me disaient, je veux vous voir en physique pour faire la vente. J'avais des mecs qui disaient, moi, si je ne fais pas de kick-off en physique avec vous, je ne travaille pas avec vous. Je ne sais pas combien j'en avais avant la crise. Et maintenant, tous ces clients se sont rendus compte, parce qu'ils ont été obligés d'essayer,
Ils ont changé. Ouais, exactement. Et En fait, excuse-moi, en fait, ça a commencé il y a 20 ans, la digitalisation, avec le fameux Software is Eating the World. Et ça avait bien avancé quand même, mais il restait des villages de Gaulois qui résistaient encore et toujours, les professions réglementées, etc., etc. Et donc, il restait peut-être, je sais pas, 30-40% du monde qui était réfractaire à ça. Et là, avec cette période-là, c'est fini. Les grands-parents, ils diront plus jamais, on ne peut pas se parler sur Zoom. Les notaires, qui ont d'autres formes de grands-parents, ouais. les Juristes, les profs, les juristes, les banquiers, tout le monde, ça n'existe plus. Plus personne sur Terre ne pourra dire je me suis jamais servi de ces trucs-là, je ne sais pas comment ça marche. Et donc, le process de Software is Eating the World qui a commencé il y a 20 ans, il est officiellement terminé. Voilà, ça a pris 20 ans et ça s'est fini comme ça. Et voilà. Donc ça, c'est quand même assez dingue. Et ouais, on parlait au début de problèmes qui étaient identifiés dans le passé, mais qui n'avaient pas trouvé de solution dans le monde d'avant. Bah, peut-être, ça arrive quand même pas très souvent, mais pour une fois, il y a des problèmes anciens qui avant n'avaient pas de solution, qui maintenant vont peut-être en avoir parce que les gens sont plus ouverts à la digitalisation. C'est ce qu'a dit le CEO de Microsoft. Là, on a vécu en 2 mois l'équivalent de 2 ans de digitalisation à rythme normal. Moi, là-dessus, sur l'e-sport, moi, je suis un fan de e-sport. Donc, moi, je suis des streamers. Par exemple, l'endroit, mon réseau social, c'est League of Legends. Parce que quand je joue avec mes amis, en fait, on se retrouve sur League of Legends et on parle et on prévoit les ciné. Vous savez, les bars, les ciné, les trucs là. Enfin, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. C'était un truc d'avant. Et en gros, on se prenait nos rendez-vous physiques sur League of Legends et on n'avait même pas de conversation Messenger, par exemple, parce qu'en fait, on se voyait tous les soirs sur League of Legends et on se connectait sur mobile pour voir si les gens avaient parlé dans le groupe. En gros. Donc, c'était vraiment un réseau social. Et ce côté réseau social dans les jeux, ce côté on regarde des gens en live qui sont en train de jouer aux jeux vidéo et compagnie, le côté divertissement live, etc. C'est des choses qu'on voyait dans l'e-sport et qui du coup étaient juste pour des jeunes hommes techno entre les ados et les 18, 25 ans, 26 ans, quoi, ou jusqu'à 30 ans, en gros, qui étaient vraiment pour les jeunes. En fait, on se rend compte que ce que j'ai vu moi dans l'e-sport, en fait, maintenant, je le vois partout. C'est-à-dire, les gens, ils se mettent à se faire des lives. Avant, on me disait, c'est ridicule de jouer ensemble à un jeu vidéo pour sociabiliser. Et maintenant, les gens, ils font des FaceTime, etc. Ouais. Et c'est assez drôle de se rendre compte que si vous voulez voir des tendances qui vont se passer, regardez ce qui se passe dans l'e-sport et dans le divertissement en ligne. C'est-à-dire des gens qui se filment en train de jouer, etc., qui interagissent via des chats et compagnie. Et vous pouvez voir ce qui se passe aujourd'hui dans le monde professionnel et avec vos amis et avec vos grands-parents. Donc, c'est assez drôle de voir que du coup, si vous prenez un secteur qui était très en avance, vous regardez comment il évolue. Comme ce que tu disais, on a pris 2 ans, 3 ans, 5 ans dans certains secteurs. J'ai vraiment le sentiment qu'on a gagné même 5 ans au maximum. J'ai vraiment cette impression des trucs où je me disais, ça, ce ne sera pas avant 5 ans. Moi, en regardant ces secteurs-là, vous pouvez arriver un petit peu à prédire l'avenir et prévoir les comportements et surtout anticiper les problèmes qu'il va y avoir. Parce que vous vous rendez compte que… Il y a un truc qui est assez fascinant autour de ce sujet-là, c'est la notion de métaverse. C'est un vieux truc de la tech. Ça fait 40 ans que c'est dans les bouquins de SF. Mais c'est un monde persistant en ligne, alors un peu comme Second Life à une époque. Et c'est ce qu'essaye de faire Fortnite de façon assez avouée. Et une autre boîte qui s'appelle Roblox, donc de créer un monde qui ne bougera pas et où tout le monde pourra se connecter dessus pour faire plein de trucs. Un peu comme là, il n'y en avait pas, donc tout le monde se marie sur Animal Crossing, quoi. Mais maintenant, ça va peut-être devenir possible dans le futur. Et ça va ouvrir plein de champs de divertissement intéressants. Est-ce qu'il y aura un Walt Disney en version purement métaverse? Ça serait un parc, ça serait marrant, plein de choses comme ça. Donc ouais, dans le jeu, il y a plein de trucs super intéressants. Dans les autres sujets, parce qu'il nous reste 5 minutes, je crois, avant les questions, il y avait 2-3 trucs intéressants quand même. Il y en a un, c'est en ce moment, les coûts d'acquisition clients, ils sont au tapis. Hein. Pour acheter de la pub sur Facebook, c'est divisé par 2 les prix. Donc, plus que ça. On a ouais. divisé par 4 dans les industries comme la finance qui n'ont pas été touchées, qui ont le même coût la même transition. On a divisé entre 4 et 6 pour certains secteurs. Vache. Donc, ça va peut-être pas durer, mais en tout cas, là, maintenant, si jamais vous êtes dans une industrie qui repose sur des CAC élevés, genre l'assurance, par exemple, où tout repose sur les coûts d'acquisition client, le client qui hier valait 100 euros, aujourd'hui, il en vaut 30, quoi. Donc, c'est quand même pas mal et ça change beaucoup de choses. Ça peut être un levier assez fort pour créer des trucs. Ensuite, il y a un autre truc assez intéressant aussi, c'est le futur de la monnaie, en fait. C'est
là, cette crise, financièrement, on va s'en sortir a priori avec les banques centrales qui impriment des billets, comme elles l'ont toujours fait depuis 10 ans, mais là, elles commencent à le faire de façon très, très violente. En 2 mois, on a imprimé plus de billets qu'au cours des 2 dernières années. Et donc, plus de billets en circulation, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Et a priori, ça fait monter la valeur des actifs. C'est ce qui s'est passé depuis 10 ans. C'est pour ça que tout le monde disait la bourse monte, l'immobilier monte, c'est la bulle. Peut-être, mais c'est peut-être aussi juste qu'il y a plus de billets dans le système, donc ça fait monter la valeur de tout. Et donc, si ça continue comme ça, avec des actifs qui prennent en valeur, des taux d'intérêt très bas, ça va devenir de plus en plus difficile de préserver son argent durement gagné qu'on a sur son compte en banque. Le livret A, ça ne rapporte rien. Et pendant ce temps-là, quand c'est en bourse ou ailleurs, ça monte, ça monte, ça monte. Mais alors, du coup, on fait quoi? Est-ce qu'on prend des risques, on le met en bourse, mais ça peut peut-être perdre? Ou est-ce qu'on le laisse sur son livret, on ne gagne rien, voire on perd? Et c'est un problème que plein de gens ont et des gens qui aimeraient bien avoir des solutions d'investissement sans être des experts, mais juste des trucs qui marchent. Et ça n'existe pas trop. Et donc, il y a tout un champ de réflexion sur la finance de ce nouveau monde, la finance de la création monétaire appliquée aux particuliers, à la finance des particuliers. Et ça, c'est un champ d'expérimentation hallucinant. Alors, un exemple de ça, une manifestation de ça, c'est Bitcoin. C'est là-dessus que se repose Bitcoin. C'est ça le driver. Mais il va y en avoir plein d'autres, quoi. Donc ça, c'est assez cool. Sinon, un autre truc évident, c'est les talents en ce moment. N'importe quoi. À tous les niveaux. Donc, des gens super qualifiés, super smart, super drivés, qui sont soit au chômage technique, ou en tout cas à l'écoute. Il y en a partout. Donc, il suffit de les pinguer pour leur parler, que ça soit pour les recruter, pour s'associer avec eux, pour les aider à trouver un nouveau job en tant que chasseur de tête, marketplace ou whatever. Donc, vraiment, ce sujet des talents, là, en ce moment, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une configuration du marché comme ça. Pour donner une data, vas-y. nous, on a posté une offre de designer, donc on est une boîte de growth, on fait de l'acquisition client. On a un designer assez connu dans l'équipe, mais on a eu 70 candidatures en 24 heures, dont 15 qui étaient incroyables. C'est-à-dire, même, on a dû fermer toutes nos offres. Normalement, on a des offres qu'on laisse parce qu'on recrute en permanence. On a dû arrêter parce qu'on avait tellement de candidatures. Et Welcome to the Jungle, ça faisait toutes les 10 minutes, on avait une notif. Et en fait, ça fait 3-4 semaines que ça fait qu'accélérer. Et c'est pas prêt de s'arrêter, je pense. Pareil, moi j'ai deux points pareils sur notre offre de stage. On n'a jamais eu des profils comme ça c'est incroyable. On a vraiment toutes les plus grandes écoles qui se bousculent au portillon pour faire un stage chez nous, donc ça c'est cool. Et il y a un deuxième truc aussi qui est par rapport à lancer sa boîte en ce moment. C'est peut-être ce qu'on disait, mais si aujourd'hui tu arrives à choper ton chômage et que tu as 2 ans dans un monde qui change, c'est le bon moment pour aller lancer ton truc, te le planter pendant 6 mois et ensuite réussir à craquer le problème. Parce que c'est un peu ce qu'on disait en filigrane, je trouve qu'on n'est pas assez rentré dans le détail là-dessus, mais quand tu lances ta boîte, ce n'est pas l'idée géniale, tu vois, c'est le problème que tu as. Mais souvent, le premier problème que tu vas attaquer, il est mauvais. Donc, avoir du temps pour pouvoir vraiment creuser le truc, c'est assez important. Et je trouve que nous, on bosse avec pas mal d'entrepreneurs qui pensent beaucoup, notamment avec le programme Flash, etc., qui viennent nous voir et qui pensent qu'ils peuvent craquer le problème sans être rentrés vraiment dans le sujet. Or, c'est vraiment tout un cycle d'itération où tu te trompes avant de trouver la solution. Et je trouve que c'est le bon moment pour lancer sa boîte si vous pouvez avoir votre chômage, quoi. Voilà. Moi, j'ai l'impression que si c'était moi, je ferais tout pour quitter mon taf et lancer ma boîte en ce moment parce qu'il se passe tellement de choses, c'est fou. Là, c'est vraiment l'occasion du siècle. Tu as effectivement tout ce qui est chômage, etc., encore plus favorable que d'habitude. Tu as les co-founders, c'est quand même un sujet compliqué de trouver son co-founder. Là, il y a plein de gens super qui sont sur leur canapé avec du temps. Donc, c'est l'occasion de reach out, discuter, faire des trucs ensemble, essayer de faire un petit bout de produit, voir ce que ça fait, etc. Donc, ça, c'est pour le co-founder. Ensuite, les salariés, etc. Donc, à tous les niveaux, les conditions sont plutôt très bonnes, quoi. Et moi, si je devais rajouter juste sur des choses qu'on a constatées un petit peu avec des clients sur des tests marchés, on s'est rendu compte qu'en ce moment, toutes les boîtes demandent du no-code. Donc, juste, je le précise. Donc, voilà, si vous voulez lancer dans un projet no-code, à mon avis, c'est la vague des 3 ou 4 prochaines années. Toutes les boîtes disent on veut innover moins cher, plus rapidement. Et là où avant, toutes les grosses boîtes avaient tendance à dire ouais, non, mais on va quand même faire notre truc en propriétaire, ce sera peut-être mieux. Ils commencent tous à dire ah ouais, en fait, on pourrait faire du no-code. Et quand vous commencez à signer la Société Générale et compagnie là-dessus, autant vous dire que le MRR, il va monter assez fort.
Un autre point sur l'écologie, j'ai beaucoup de boîtes qui étaient dans l'écologie, on fait beaucoup de tests. Moi, je suis à fond écologiste, hein, je suis zéro déchet, j'ai pas de voiture, etc. Mais bref. L'écologie, c'est un truc qui est en train d'exploser. Et en fait, tous les tests marchés qu'on fait avec nos clients, on se rend compte que la proposition de valeur écologie, elle fait plus 30, plus 50, plus 70% en termes de perf. Et ça fait qu'augmenter depuis quelques mois. Et là, on sent vraiment un énorme gap. Là-dedans aussi, les gens ont envie de consommer local. Et on se rend compte que les gens, maintenant qu'ils ont commencé à consommer local, ils se rendent compte que c'est pas grave s'ils n'ont pas d'ananas. Et c'est pareil, avant, ils se disaient, mais comment je vais faire si j'ai pas d'ananas? Et maintenant, ils se rendent compte que bah ouais, ils sont allés acheter au marché d'à côté. Et en fait, consommer local, ça le fait. Et c'est assez cool. Et très rapidement aussi, un autre truc sur l'éducation. On se rend compte qu'il y a un énorme problème. Les gens, ils se rendent compte qu'en fait, l'école, maintenant qu'ils y vont plus, ils se rendent compte à quel point c'est bizarre de payer 20 000 euros par an pour faire des cours en Zoom. Ils s'en rendent enfin compte. Pareil pour les parents qui se rendent compte qu'ils donnent des cours à leurs enfants. Ils disent, OK, en fait, c'est génial l'école, mais c'est pas là où ils apprennent. En fait, l'école, elle est là pour les garder, leur apprendre des choses. Mais est-ce que je ne devrais pas leur apprendre des choses en plus? Donc, il y a vraiment un truc sur l'éducation et les diplômes. Et aussi sur la formation en entreprise. Les boîtes sont en train de se rendre compte qu'on n'est pas obligé de faire des sessions avec 8 personnes, avec un formateur pendant 8 heures, mais qu'en fait, avec des gens qui n'ont pas trop le temps, etc., faire des formats courts en ligne d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, plus d'engagement, c'est beaucoup plus utile. Et c'est un marché qui est hyper fragmenté. Et enfin, et j'arrête, sur le scaling des boîtes et la politique RH, les boîtes se rendent compte avec le confinement à quel point ils sont mauvais pour manager les talents, pour les tenir, pour leur donner des objectifs, pour scaler leur boîte. Et en fait, je trouve que le confinement et le fait de travailler à domicile, il y a énormément de boîtes qui se rendent compte à quel point elles sont puissantes et d'autres à quel point elles sont nulles. Et je trouve que ça creuse un effet énorme entre les boîtes qui arrivent à engager leurs salariés et celles qui n'arrivent pas à l'engager. Et je pense que de ce côté-là, on a vraiment un truc de malade mental à faire. Et que nous, on arrive à vendre des prestats, notre RH vend des prestats à des boîtes pour les aider à engager leurs salariés. Et il n'a aucune expérience et il y a des grosses boîtes qui nous disent mais en fait, on a trop besoin de ça et qui nous achètent ça. Donc voilà, juste pour aller très vite. Non, je rajoute un dernier truc sur l'écologie. Nous, c'est la première fois, on a parlé, c'était hier, à un membre du COMEX, d'un groupe du CAC 40, qui n'est pas connu pour son écologie, qui a dit c'est la première fois qu'on pense sincèrement que le côté écologique ou responsabilité sociale et environnementale va être au cœur de nos décisions dans les prochains mois, prochaines années. Et c'est la première fois de toute sa vie dans un COMEX qu'il entend parler d'un truc comme ça. Donc, peut-être que c'est une tendance de fond réelle qui arrive même chez les grands groupes. Ouais, Et donc, il y a des choses à faire, des prestations spécialisées dans le RSE pour les grands groupes. J'ai l'impression que c'est un marché qui s'ouvre vraiment pour de vrai. Et le responsable RSE, ça ne sera plus le mec qu'on met là parce que ça fait bien. Mais peut-être qu'il va avoir… Un mec qui va avoir du voir. Je pense que ce sera comme le mec de la transformation digitale dans les boîtes qui vraiment accélèrent. Aujourd'hui, c'est les rois du pétrole. Et je pense que demain, le mec aujourd'hui RSE qui est là pour faire beau, demain, ce sera le mec qui va décider. Parce que de toute façon, sinon, on est mal pareil. Sur ce sujet environnement et même plus largement externalité positive, en fait, moi, j'ai l'impression que là, on finit de se rendre compte, on avait déjà commencé, bien sûr, que le capitalisme, en fait, il tient pas compte des externalités de ce qu'il fait. Donc, l'environnement, on était déjà au courant. Le social, on était un peu au courant aussi. Le terrorisme, ça vient quand tu as deux cultures qui se frottent d'une mauvaise façon. Et maintenant, la santé, les microbes, tout ça, c'est des trucs qu'on ne prend pas en compte dans le système normal. Quand tu payes ton avion 1 500 balles pour aller à l'île Maurice, en vrai, ça devrait être 15 000, le vrai coût pour la planète. Mais le système de la main invisible, il ne price pas ça. Et donc, c'est une question. La réponse, c'est un problème pour le coup. La réponse, je ne l'ai pas et personne ne l'a, je pense. C'est super dur parce que faut que ça soit pareil partout sur Terre. Et d'ici à ce que tous les États soient d'accord, il va se passer un moment. Donc, c'est un problème un peu sans réponse, mais en tout cas qui est un champ de réflexion et de travail hyper intéressant. Ok, génial. Je pense que c'est le moment pour passer aux réponses au Q&R. Ok, parfait. Juste avant, j'ai un petit message. Juste pour les gens qui regardent ce live en replay, on va couper les questions. Du coup, vous pouvez poser toutes les questions en commentaire. J'y réponds dans les 24 heures. C'est moi qui y réponds. C'est les questions auxquelles je ne sais pas répondre. Je demanderai à Pierre et David. Donc voilà, posez toutes vos questions en commentaire. Et sinon, c'est le moment pub avant les questions aussi. Normalement, c'est le moment où je mets mon bonnet de Noël. Toujours pareil, hein, vous pouvez acheter une annonce publicitaire dans ce live. Le problème, c'est que comme personne ne l'achète, comme à chaque fois, je fais l'annonce pour moi-même. Je vous fais une micro-pub. Là, je vous ai mis Maestro qui lance une formation pour les startups. En gros, ils sont allés voir plein de startups, dont nous. Ils ont aggloméré. Du coup, vous pouvez leur acheter des formations et prendre des bouts de Start the Fuck Up. De nous, on a fait une formation Growth, etc. Donc, c'est hyper cool d'aller voir leur Notion. C'est hyper quali. Nous, ils nous distribuent et toutes les boîtes qui distribuent, c'est vraiment cool. Eskimos pour le SEO et compagnie.
et la formation Flash de Start the Fuck Up pour ceux qui veulent lancer leur boîte. C'est le moment. Allez voir Flash, c'est des malades mentaux. C'est un truc pour les entrepreneurs. Ils vont vous secouer pour vous faire des trucs. Et les mecs sont plutôt chauds. Donc voilà, c'était la fin de cette publicité. Merci à tous. Et d'ailleurs, on voit pas mal de boîtes on voit pas mal de boîtes passer dans des secteurs dont on vient de parler, notamment le work from home. On bosse avec une boîte qui est en train de faire un truc de ouf pour les grands groupes et le côté remote, machine à café. J'ai vu passer ça. Ils essayent de reproduire la machine à café actuellement. C'est une boîte de ouf. Je vous en parlerai si vous voulez. Allez, c'est parti, Parlez-moi sur LinkedIn. On passe aux questions. Alors, première question, Vincent.